Le 7 février, tard dans la nuit, quelque chose a changé dans cette guerre. Ce n'était pas une grande offensive terrestre. Ce n'était pas une annonce politique. C'était une opération discrète, menée dans l'ombre, loin des caméras. Des drones ukrainiens ont parcouru plus de 700 km à l'intérieur du territoire russe. Leur destination, une installation industrielle située près du village de Redkino, dans la région de Tver, entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Cette distance est importante. 700 km, ce n'est pas une frappe frontalière. Cela signifie traverser plusieurs couches de défense aérienne, survoler des régions considérées comme sûres, pénétrer un espace que le Kremlin pense contrôler. Pourtant, cette nuit-là, les drones sont arrivés à destination. Des habitants ont filmé les explosions. On distingue les flammes derrière une ligne d'arbres, le bruit caractéristique des moteurs, puis les détonations. Les défenses aériennes russes ont tenté d'intercepter, mais au moins une partie des appareils a atteint sa cible. Peu après, des images satellites ont montré un incendie actif sur le site industriel. Ce qui brûlait n'était pas un simple entrepôt. Très vite, des témoins ont parlé d'une forte odeur chimique. Pas celle d'un bâtiment ordinaire en feu, mais celle de produits industriels spécifiques. Ce détail a attiré l'attention, car l'usine de Redkino ne produisait pas du matériel banal. Elle fabriquait des composants chimiques utilisés dans l'industrie aérospatiale et militaire russe depuis des décennies. Pour comprendre l'importance de cette frappe, il faut élargir le regard. La même nuit, d'autres régions russes ont été visées. Dans la région de Briansk, proche de la frontière ukrainienne, des infrastructures énergétiques ont été touchées. Des missiles et des systèmes d'artillerie longue portée ont provoqué des coupures d'électricité dans plusieurs municipalités. Fait rare, le gouverneur régional a reconnu publiquement les dégâts. En Russie, les autorités minimisent généralement les attaques. Lorsqu'un responsable admet des dommages, cela signifie souvent que la situation est difficile à cacher. Dans la région de Belgorod également, des coupures de courant ont été signalées. Ce n'était pas la première fois. Depuis plusieurs semaines, ces zones frontalières vivent avec l'idée que la guerre n'est plus un phénomène lointain. Il y a quelques jours auparavant, une centrale thermique avait déjà été endommagée dans cette même région. Des milliers d'habitants se sont retrouvés sans chauffage en plein hiver, avec des températures largement négatives. Les autorités locales ont dû vider certains circuits pour éviter que les canalisations ne gèlent et n'explosent. Pour la population civile, cela signifie vivre dans le froid, dans l'incertitude. En parallèle, un dépôt pétrolier dans la région de Saratov a aussi été touché. Ce site fournissait du carburant à des unités militaires. En une seule nuit, plusieurs cibles stratégiques ont été frappées. Mais parmi toutes ces attaques, celle de Redkino semble avoir une portée particulière. Pourquoi ? Parce que cette usine occupait une place spécifique dans la chaîne de production militaire russe. Elle produisait notamment un carburant synthétique à haute densité, conçu pour certains missiles de croisière à longue portée. Ce carburant possède une caractéristique essentielle. Il reste stable et liquide à des températures extrêmement basses. Les missiles de croisière russes, comme le Kh-101 ou les modèles plus anciens dérivés du Kh-55, peuvent être lancés depuis des bombardiers stratégiques volant à haute altitude. À ces altitudes, les températures sont très basses. Un carburant classique pourrait perdre ses propriétés. Le carburant spécialisé produit à Redkino permet au moteur de fonctionner de manière fiable dans ces conditions. Ce détail technique a des conséquences concrètes. Chaque missile nécessite une quantité importante de ce carburant spécifique. Sans production continue, la capacité de fabrication et d'utilisation de ces armes peut être affectée. Ce n'est pas un élément que l'on remplace facilement par une alternative improvisée. Selon plusieurs analyses, la production de ce carburant dépendait d'équipements industriels très précis. Certains composants provenaient historiquement d'entreprises occidentales. Depuis le début de la guerre et l'imposition de sanctions, l'accès à ces technologies est devenu beaucoup plus compliqué pour la Russie. Remplacer des installations spécialisées peut prendre du temps, parfois des mois, voire davantage. Il ne s'agit pas simplement de reconstruire un bâtiment. Il faut des réacteurs chimiques adaptés, des matériaux résistants, des systèmes de contrôle. Ce type d'infrastructure ne s'improvise pas. Même en situation normale, la conception et l'installation d'équipements industriels sur mesure exigent une planification longue. C'est ici que la frappe de Redkino prend une dimension stratégique. Si la Russie disposait d'importantes réserves de carburant et de missiles déjà produits, la destruction d'une usine serait un problème temporaire. Mais plusieurs enquêtes indépendantes ont suggéré que la production russe fonctionne souvent de manière continue, avec peu de stocks à long terme. Un exemple a marqué les observateurs. À l'été 2024, un missile de croisière a frappé un grand hôpital pédiatrique à Kiev. Les débris ont été examinés par des spécialistes d'organisations indépendantes. Ils ont constaté que le missile avait été fabriqué seulement quelques semaines avant son utilisation. Cela suggère un cycle court entre production et déploiement. Si ce modèle se confirme,
cela signifie que la capacité industrielle alimente directement les opérations militaires. Dans ce cas, toute perturbation sérieuse de la production peut avoir un effet presque immédiat sur le rythme des frappes. Depuis le début du conflit, la Russie a utilisé massivement les missiles de croisière contre les infrastructures ukrainiennes, en particulier les centrales électriques et les réseaux énergétiques. À plusieurs reprises, des vagues de dizaines, voire de centaines de missiles ont été lancés en une seule journée. L'objectif affiché était d'affaiblir l'économie ukrainienne et de peser sur le moral de la population. Les centrales thermiques, les postes de transformation et les lignes à haute tension ont été endommagées à de nombreuses reprises. Des villes entières ont connu des coupures prolongées. En hiver, ces coupures ont un impact direct sur le chauffage, l'eau et les services de base. Face à cette stratégie, l'Ukraine a progressivement développé une autre approche. Plutôt que de se limiter à intercepter les missiles en vol, elle a cherché à frapper les sources de production et les infrastructures qui soutiennent l'effort militaire russe. Cela inclut les raffineries, les dépôts de carburant et désormais certaines installations chimiques. La logique est simple. Si l'adversaire utilise l'énergie et l'industrie comme des instruments de guerre, alors ces secteurs deviennent des cibles stratégiques. Il ne s'agit plus seulement d'un champ de bataille traditionnel, mais d'un affrontement industriel. Dans ce contexte, Redkino représentait plus qu'une usine isolée. Elle participait à un ensemble plus large. Carburants spécialisés, matériaux composites, composants résistants à la chaleur utilisée dans l'aéronautique et les systèmes de missiles. La perte simultanée de plusieurs de ces capacités peut créer un effet en chaîne. Officiellement, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir abattu plusieurs drones cette nuit-là, sans mentionner de dégâts majeurs. Cependant, les images satellites et les vidéos diffusées en ligne montrent un incendie important sur le site industriel. Même si l'ampleur exacte des destructions reste difficile à mesurer, l'attaque elle-même est incontestable. Ce qui frappe aussi, c'est la portée des opérations ukrainiennes. Quelques jours après Redkino, une raffinerie située beaucoup plus au nord, dans la République de Komi, a été visée. La distance parcourue par les drones montre une évolution technique. Des installations autrefois considérées comme hors d'atteinte deviennent vulnérables. Cela change la perception de la profondeur stratégique russe. Pendant longtemps, la Russie a pu frapper l'Ukraine depuis des bases éloignées, pensant que son propre territoire central restait protégé. Désormais, cette certitude est remise en question. Il faut également rappeler un autre événement. Début janvier 2026, la Russie a lancé un missile balistique de portée intermédiaire en direction d'une infrastructure proche de Lviv. Ce type d'arme peut, en théorie, emporter une charge nucléaire. Le message était clair, montrer une capacité d'escalade. Mais au lieu de reculer, l'Ukraine a continué d'élargir le champ de ses opérations. La frappe contre Redkino peut être lue comme une réponse indirecte. Plutôt que d'entrer dans une logique de démonstration nucléaire, cibler la base industrielle qui permet la production d'armes conventionnelles. Cette dynamique révèle une transformation de la guerre. Ce n'est plus seulement une confrontation de lignes de front, c'est un duel de capacités industrielles, de logistique, d'innovation technologique. Les drones longue portée deviennent des outils capables d'influencer des équilibres stratégiques. La question centrale reste ouverte. La Russie peut-elle compenser rapidement la perte d'une installation comme celle de Redkino ? Théoriquement, un État disposant de ressources importantes peut reconstruire. Mais le temps est un facteur clé. Chaque mois sans production complète peut réduire le nombre de missiles disponibles. Il existe aussi la contrainte des sanctions. L'accès à certains équipements spécialisés est limité. Même si des partenariats alternatifs sont envisagés, adapter des technologies différentes à des procédés existants n'est pas immédiat. Cela exige des essais, des ajustements, parfois des modifications profondes. De son côté, l'Ukraine continue de renforcer ses défenses aériennes. Les taux d'interception varient selon les périodes, mais ils ont atteint à plusieurs reprises plus de la moitié des missiles lancés. Toutefois, intercepter reste coûteux et demande des munitions sophistiquées. Frapper les usines peut être perçu comme une manière de réduire la pression à la source. Il est important de garder une vision mesurée. Une seule frappe, même significative, ne met pas fin à une guerre. La Russie dispose d'un vaste complexe militaro-industriel réparti sur de nombreuses régions. Mais certaines installations jouent un rôle particulier, surtout lorsqu'elles produisent des composants difficiles à remplacer. Redkino était l'une de ces pièces spécifiques du puzzle. Sa destruction partielle ou totale peut ralentir certains programmes, forcer des réorganisations, créer des retards. Dans un conflit où le rythme des frappes compte, chaque perturbation peut avoir un effet cumulatif. Au-delà des aspects techniques, il y a aussi un impact psychologique. Pour la population russe, voir des installations situées loin du front touchées par des drones remet en cause l'idée d'une guerre distante. Pour les dirigeants, cela oblige à renforcer encore la défense du territoire, ce qui mobilise des ressources supplémentaires. En Ukraine, ces opérations sont présentées comme une réponse proportionnée aux attaques contre les villes et les infrastructures civiles.
Le président Volodymyr Zelensky a expliqué à plusieurs reprises que l'énergie et l'industrie russe financent et soutiennent directement l'effort militaire. Dans cette logique, il n'y a pas de séparation claire entre cible énergétique et cible militaire. La guerre moderne brouille ses frontières. Les usines, les raffineries, les centres logistiques deviennent des éléments essentiels du champ de bataille élargi. Les drones bon marché peuvent frapper des installations valant des centaines de millions d'euros. L'asymétrie technologique joue un rôle central. À long terme, l'enjeu dépasse une seule usine. Il concerne la capacité des deux pays à soutenir un effort prolongé. Production de missiles, réparation des réseaux électriques, adaptation aux sanctions, innovation dans les systèmes de défense, tout cela forme une équation complexe. Le 7 février restera peu être comme une date symbolique, non pas parce qu'elle a changé immédiatement le cours de la guerre, mais parce qu'elle a montré que certaines infrastructures clés ne sont plus hors d'atteinte. Elle a souligné que la profondeur géographique ne garantit plus la sécurité absolue. Aujourd'hui, les flammes se sont éteintes à Redkino. Les dégâts exacts seront évalués avec le temps. Des équipes tenteront de réparer, de reconstruire, de remplacer. Mais ce qui a été détruit en quelques heures représentait des années d'investissement et de savoir-faire. Dans cette guerre, chaque camp cherche à frapper là où cela compte le plus. Pour la Russie, l'énergie ukrainienne était une cible stratégique. Pour l'Ukraine, l'industrie militaire russe devient à son tour un objectif prioritaire. La logique est dure, mais cohérente avec la nature du conflit. Reste à savoir si cette stratégie produira des effets durables. Si la production de missiles ralentit, si certaines frappes deviennent moins fréquentes, alors l'impact de Redkino sera tangible. Si au contraire la Russie parvient à rétablir rapidement ses capacités, l'épisode sera intégré dans un cycle plus large d'attaques et de reconstruction. Une chose est certaine, la guerre ne se joue plus uniquement sur les lignes de front visibles. Elle se joue aussi dans les usines, les raffineries, les laboratoires et les centres industriels. Elle se joue dans la capacité à protéger ses infrastructures et à atteindre celles de l'adversaire. L'attaque de Redkino montre que la distance n'est plus une garantie. Elle rappelle que la technologie des drones redéfinit les règles. Et elle pose une question simple mais importante. Dans un conflit prolongé, qui pourra maintenir son rythme industriel le plus longtemps? C'est peut-être là que se trouve l'enjeu principal. Pas seulement dans la puissance des armes, mais dans la capacité à les produire, à les financer et à les protéger. La nuit du 7 février a mis en lumière cette réalité, et ses conséquences pourraient se faire sentir bien au-delà de cette seule usine.